Permettez-moi de vous présenter Rachel Dubois, 25 ans d'expérience, première conf en 2008. On s'est déjà croisé sur énormément de Agile à droite à gauche. Ah, Jill à droite à gauche, Euh, ouais. voilà. Certifié PMP il y a très longtemps. C'est Claude Aubry qui t'a fait basculer de l'autre côté de la force, sur le côté agile. Et derrière, tu travailles avec des startups, des industries pour les accompagner sur l'agilité. Maintenant, Rachel, la scène est à toi. Bonjour à tous. Alors, j'essaie de faire d'installer mon petit setup avant. Bienvenue pour cette petite keynote clôture. On va discuter un petit peu de l'agilité pour un avenir un peu durable. Première chose que j'aimerais dire, c'est déjà merci aux orgas de m'avoir invité. C'est chouette. Merci aux sponsors aussi d'avoir fait que cet événement ait lieu. Et puis, cette année, il y a eu aussi beaucoup de soutien d'associations et de communauté agile. Donc merci à elle. C'est aussi grâce à tout ce soutien que le petit oiseau se porte bien cette année. Donc je m'appelle Rachel, je suis coach agile et produit. J'ai monté ma boîte il y a 6 mois qui s'appelle Better Ways et je bossais pas mal pour des grands groupes, Airbus, Natixis, Orange, etc. Et puis aussi pour des grandes scale-up, start-up européennes comme Spotify ou Vinted ou plus récemment Yaki. Si vous voulez devenir copain avec moi sur LinkedIn, vous pouvez utiliser le petit QR code là. Moi, je suis un pur produit des années 75, donc j'ai grandi, un peu comme d'ailleurs l'agilité. Grandi dans ces années 80 où on avait l'impression que le monde pouvait se permettre une croissance effrénée. Il n'y avait pas de limite, tout était possible. Ce côté un peu over too much là de la technologie. C'est aussi dans ces années-là que aux États-Unis. C'est quand même le berceau du libéralisme, de l'économie et du capitalisme qu'est née l'agilité. Et l'agilité a gardé dans son ADN des fragments de ça. Et c'est vrai que quand on regarde les modèles économiques que nous ont proposés les États-Unis, pas forcément ceux agiles, mais en général, les startups, les scale-up, etc., il y a cette idée et cette croyance que la croissance peut nous amener à tout, va nous amener à la réussite financière, économique. La croissance, c'est un signe c'est aussi associé au développement social, au progrès. Et c'est vraiment ce mythe, ce culte de la croissance que l'on a aussi, qu'on retrouve aussi dans l'agilité. Comme pas mal de gens qui ont bossé dans l'agilité au début des années 2000, dans les premières startups, etc. Moi, j'ai été prise dans ce rythme un petit peu fou de l'agilité, des sprints. Hein, d'ailleurs, on dit on sprint, on concourt, on va toujours en avant, on cherche plus de valeur, délivrer plus vite. Il y a cette idée aussi que c'était Sutherland qui avait fait là, avec Scrum 2 fois plus vite, 2 fois plus, 2 fois plus vite. Il y avait vraiment cette idée de courir, d'aller plus vite, de vraiment d'accélérer. Et puis, il y a des moments, on peut se demander aussi un peu accélérer pourquoi, parce que ça n'empêche pas de se prendre des murs de temps en temps, de, de faire des beaux ratés. Et typiquement, illustré ici, Nokia, pour les plus jeunes d'entre nous, peut-être ça ne parle pas comme petit dessin, mais c'est pour les autres, oui. Et Nokia, typiquement, c'est un grand raté de la fin des années 90. Ils se sont pris un mur aussi. Alors, c'est vrai qu'ils se sont pris le mur de l'innovation. On peut dire, ils n'ont pas innové assez vite, c'est pour ça qu'ils ont échoué et tout ça. Mais c'est pas juste ça qui s'est réellement passé chez Nokia. Il y a eu le problème de l'innovation, c'est clair. Mais il y a eu un autre problème dont on parle pas sur ces téléphones-là en tout cas, c'est que Nokia avait accéléré énormément son rythme de production parce qu'il voulait essayer de saturer le marché, et d'éviter de perdre la place en saturant le marché. Et le problème, c'est que trop de croissance, trop vite, trop rapide et non maîtrisée, souvent c'est la chute et c'est le mur. D'ailleurs, il y a une petite étude, c'était Harvard Business Review en 2019,
qui avait publié un article, et il y avait une quote, c'était les entreprises qui scalent trop vite et sans prendre le temps de solidifier leurs acquis ont 3 fois plus de chances de s'effondrer, de fermer en 5 ans que les entreprises qui scalent beaucoup moins vite. Donc ça, c'était assez intéressant. Il y avait une espèce de, comme ça, d'idée de tribu de l'efficacité qui était un peu posée. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut se poser la question, cette histoire de sprint là, est-ce que c'est vraiment la bonne métaphore? Est-ce qu'on doit courir à fond, à 100 à l'heure, droit devant, ou alors est-ce qu'on n'est pas plutôt sur un espèce de marathon, c'est-à-dire qu'on doit surtout tenir longtemps, ménager ses forces, ménager ses énergies pour tenir longtemps? Et dans les équipes agiles, il y avait ces questionnements qui ont commencé à pousser, de dire bah, pourquoi faut-il aller si vite, pourquoi faut-il produire plus, où est-ce qu'on va, à quoi ça sert. Et il y a eu un livre qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, qui est sorti, qui s'appelait Bullshit Job. Et à un moment, moi, je me suis dit, mince, est-ce qu'en tant que PO, en tant que Scrum Master, ça serait pas un peu un bullshit job ce que je ferais? Et dans ce livre, en fait, l'auteur, David, parle de comment la course à la croissance et comment la course à cette espèce d'économie un peu dérégulée se traduit souvent par la création d'emplois un peu inutiles, un peu vides, un peu creux, qui génèrent du mal-être organisationnel. Et moi, c'est un bouquin qui m'avait vraiment marqué pour ça. En L'année dernière, j'avais été invitée à Agile Nantes pour leur conférence, pour l'ouverture de conférence, et j'avais déjà commencé des réflexions là-dessus, sur ce côté, où est-ce qu'on va, quel est le sens de l'agilité. Peut-être certains les ont déjà vus, mais j'avais fait aussi des publications sur la fin de l'agilité ou pas, etc. Et j'avais essayé de voir un peu comment on adressait cette course un peu à l'échalote de toujours plus produire plus de valeur, plus vite. Et ça résonnait plus trop dans ma tête. Ça résonnait d'autant moins, je veux dire, qu'il y avait eu les années précédentes et quelque chose qui m'avait moi personnellement touché aussi, les vagues de licenciements, les restructurations, les crises. Et c'est vrai que l'année dernière, donc j'avais fait cette com, et il y a quelqu'un qui était venu me voir juste après, Aline Marquois, donc coucou à elle, et qui m'avait dit, qui avait posé cette question, comment est-ce qu'on peut ralentir cette course folle à la croissance sans faire virer les gens et sans aggraver le problème? Et c'était une question que j'étais repartie, moi, et qui m'avait laissé très perplexe, hein, et fait beaucoup réfléchir. Et donc, en réponse à Aline, je crois qu'il faut que nous repensions un nouveau modèle qui serait pas basé que sur l'accélération, la vitesse à tout prix, ou la production infinie de richesses, comme s'il y avait une capacité infinie de ressources, mais plutôt sur une stratégie d'ajustement intelligent. Et moi, quand on parle d'agilité durable, c'est vraiment cet ajustement intelligent-là auquel je pense. Alors, je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main, mais je sais pas, je peux pas vous répondre dans le, parce que je vois pas votre chat, donc je fais confiance aux gens qui sont là. Et ces réflexions-là, bref, reprenons, ces réflexions-là m'avaient amené à me dire, mais qu'est-ce que je fais moi au quotidien? Comment est-ce que je fais moi au quotidien déjà pour ralentir, pour changer, pour influer, pour avoir une pratique un peu différente? Et donc moi, j'ai 3 trucs que je veux bien vous partager aujourd'hui. La première que je vous propose, c'est est-ce qu'on peut recommencer déjà par redéfinir la notion de succès et de valeur? Ça, c'est un premier axe qui est intéressant. La deuxième qu'on peut faire, c'est produire moins, mais mieux, c'est-à-dire produire moins de volume, plus de qualité. Et la dernière, c'est aussi repenser les organisations. Et là, je vais en appeler à nous, coach, Scrum Master, chef de projet aussi, dans notre capacité de designer des organisations et d'influencer leur processus, leur fonctionnement. Redéfinir la notion de succès. Pardon. Comme vous le voyez, je suis encore un petit peu malade. Je m'excuse. Donc, première petite question, et dans le chat, si vous voulez, essayez de définir ce que vous appelez succès. Qu'est-ce que vous diriez pour la définition du mot succès, et qu'est-ce que vous diriez pour la définition du mot valeur? Jean-Yves, si tu veux donner quelques
message du chat de définition, tu peux. Dès que je vois apparaître dans le chat ou dans les questions quelqu'un qui me donne N'hésitez une pas, définition, n'hésitez pas. On va prendre quelques secondes pour faire ça. Comment vous qualifieriez, vous, ce concept de succès ou de valeur? faire des produits et services qui correspondent aux besoins des utilisateurs, Ouais, de manière- développer ce qui est utile en respectant les équipes, ouais, livrer un produit qui répond aux besoins, ouais, c'est pas mal ça. succès égale production de valeur, Ouais. Et les sur parties prenantes valeur, sentent que... Ouais, j'ai pas encore. Les parties ok, prenantes sentent que le travail a amélioré leur quotidien ou leurs usages, cool. des clients heureux, des collaborateurs motivés, Mhm. rentabilité financière, il y a du sans bullshit, parce qu'évidemment, on parle d'argent hein, de temps en temps. Eh ben oui, eh ben Succès égale merci. atteinte des résultats, valeur égale répondre aux besoins de mon client et satisfaire les utilisateurs. Cool. Well done, bravo. Très souvent, quand on pose ces Euh, questions-là, Très souvent, quand on pose ces questions-là, on a des réponses. Alors, vous êtes un petit peu plus avancé que la plupart des gens à qui je pose ces questions, parce que vous avez intégré directement des notions de bien-être au travail et de développement de la relation avec les clients, avec les employés, avec les stakeholders. Mais c'est vrai que la plupart des gens à qui on pose ces questions-là, ils vont avoir des réponses qui vont être de type performance, performance commerciale, performance marché, performance financière, comme si, il y avait qu'une seule façon de mesurer le succès aujourd'hui, c'est-à-dire de la part de marché, du chiffre d'affaires, de la rentabilité, etc. Et c'est vrai que si on considère que nos succès, ils sont mesurés, entre guillemets, que à travers le prisme du marché, de la performance économique, de la rentabilité financière, du coup, ça biaise un peu le monde. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aider les entreprises à redéfinir de nouveaux indicateurs de performance et de succès qui ne soient pas uniquement basés sur des indicateurs économiques ou financiers. Et je ne dis pas qu'il faut les écarter, il en faut, on en a besoin. Mais ce que je vous propose, c'est d'essayer d'inclure aussi des indicateurs autres, par exemple l'impact environnemental, l'impact sociétal, l'empreinte carbone, est-ce qu'on recycle, etc. Et ça peut faire déjà bouger un petit peu les choses. Comment on fait ça concrètement? Donc, je vous les ai anonymisés, les gens, mais vous en reconnaîtrez quelques-uns. Par exemple, pour une plateforme de streaming que j'aime beaucoup, bah, ça a été migrer tous ces services vers des data centers qui étaient bas carbone. Et dans les indicateurs de succès qu'ils se sont donnés, ça a été de suivre en fait le pourcentage de la charge informatique de l'occupation, entre guillemets, qui était hébergée sur des infrastructures certifiées bas carbone et de voir que plus en plus de leurs services seraient hébergés sur ces infrastructures-là. Ça change pas complètement l'univers, mais c'est déjà un petit pas et c'est une autre façon de regarder le succès. Si on regarde un autre fabricant d'ordinateurs un peu connu, eux, je sais qu'ils suivent aussi la proportion de matériaux recyclés dans les composants. Ils se sont donné un objectif ambitieux qui était d'atteindre les 70% d'aluminium recyclé dans les châssis sous 2 ans. Et donc, ils mesurent cet indicateur-là et ils l'intègrent comme étant une réussite de succès. Ça peut être aussi, vous pouvez aussi utiliser ça. Donc, on a vu par le biais des OKR, hein, c'est une façon d'exprimer ces nouvelles ambitions et ces nouvelles définitions de succès. Vous pouvez les ajouter aussi dans les definitions of done, qui définit que la user story elle va être acceptable quand elle a atteint ou intégré certains composants environnementaux. Donc ça peut être intéressant. De toute façon, on peut aussi aider les entreprises à comprendre qu'on n'est pas obligé d'avoir le toujours plus en termes de croissance et de ne pas avoir des business models qui soient uniquement basés sur des mécaniques de croissance, mais aussi étudier des business models qui privilégie des cycles courts ou les systèmes de recyclage et d'impact environnemental. Donc là-dessus, on a aussi des exemples assez concrets. Par exemple, connaît très bien une plateforme e-commerce française qui a basé tout son business model sur le fait de favoriser la réparation et la revente de matériel technologique de seconde main plutôt que d'être une simple plateforme de vente en masse.
Ce qui est intéressant, c'est que le business model intègre directement cette problématique-là et intègre directement le mécanisme d'achat, de rachat, de reconditionnement, etc. des produits sur les plateformes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça peut être aussi en utilisant des choses, alors ça c'est moins connu, mais utiliser aussi des scores de satisfaction par feature et par exemple de retirer les features qui n'ont pas des scores de satisfaction qui soient intéressants pour arriver à vraiment utiliser que des choses qui soient vraiment utilisées et réduire l'inutile en fait. Le deuxième idée qu'on peut implémenter ou qu'on peut travailler ensemble, c'est produire moins, mais en faisant du coup produire mieux. Alors ce matin, il y avait une super conférence d'un speaker qui s'appelle Florian et qui nous a expliqué l'effet de rebond. Donc merci à lui. J'ai trouvé que sa conférence était super chouette et j'espère que dans les suggestions que je vous donne, ça ne créera pas d'effet de rebond. Du coup, petite question encore, dans votre contexte actuel, combien de fonctionnalités dans vos produits ou vos projets sont réellement utilisées par vos utilisateurs et dans lesquelles vous pouvez dire qu'elles créent de la valeur? Vous pouvez jeter quelques pourcentages dans le chat comme ça et Jean-Yves va nous les partager. 20%, 40%, Waouh, 40%, c'est cool. 30%, Ok. 30%, 80%, 70%, Po, 80% d'utilisés. Bah, on a des overachievers là. Super, 45-50%, c'est pas mal. seulement 30% des fonctionnalités, 30% des fonctionnalités des applications bancaires sont utilisées par les Euh, clients. En fait, on sait que c'est entre 20 et 30% des fonctionnalités d'un logiciel qui sont utilisées. On le sait, mais quand j'ai voulu chercher quelle était la source, ça a été très compliqué de trouver cette source. C'est un chiffre qu'on a tous en tête comme ça et qui est très difficile de sourcer. C'est pour ça que je vous l'ai mis stade communément admise, mais pas sourcé. Par contre, j'ai trouvé d'autres sources qui étaient intéressantes. Par exemple, il y a une étude qui a été faite qui explique dans les licences SaaS que les entreprises utilisent, quand vous achetez 100 licences, en fait, dans les 90 premiers jours, même pas moins de 50% de ces licences vont être réellement utilisées. Dans les fonctionnalités de CRM, donc j'ai quelqu'un que je connais qui bosse sur Salesforce pour pas le noter, pour pas le nommer, mais 43% seulement des fonctionnalités de Salesforce sont vraiment utilisées. Euh, et ça, c'est valable dans plein d'entreprises comme ça, où on se dit, bah, du coup, et c'est un peu le syndrome, vous savez, du, euh, du cockpit de voiture, là, avec plein de... Moi, j'ai une voiture, j'ai plein de boutons partout, et en fait, je me rends compte hein, que j'utilise très peu de fonctions, toujours les mêmes, et les indicateurs visuels, j'utilise toujours les mêmes. Je pense que j'ai beaucoup plus de fonctions que ce que j'en ai réellement besoin. Et nos logiciels n'échappent pas à cette règle-là. Il y a une étude Forrester, celle-là je voulais aussi ressourcer, qui est un peu plus effrayante, c'est que non seulement on produit des choses qui servent à rien, enfin majoritairement on va dire les deux tiers ne servent à rien, mais en plus 64% des entreprises vont investir plus d'argent et plus de ressources à développer de nouvelles features, à ajouter à de nouvelles choses à l'existant, plutôt qu'à améliorer celles qui sont déjà existantes. Alors qu'on sait que la majorité des gains de performance, des performances d'utilisabilité, de performance marché, de performance technique, viennent de l'optimisation et pas juste de l'ajout. Donc ça, j'avais trouvé ça assez inquiétant comme, euh, comme stat. Et j'avais envie de vous partager, peut-être vous vous en souvenez pas, mais en 2011, il y a cette pub qui est sortie, dans là en l'occurrence c'est le New York Times, mais c'est sorti aussi dans plein d'autres revues et d'affichages, c'était Patagonia qui communiquait sur le Don't buy this jacket. Alors, au-delà d'être un très grand coup marketing très efficace, évidemment, c'était pas que du marketing provocateur parce que derrière le message, donc il y a le fondateur de Patagonia qui s'appelle Yvon Chouinard, c'est quelqu'un qui est très engagé pour l'environnement. Et à un moment, il s'est posé la question de dire, bah, si le développement de mon entreprise, ça passe par l'accroissement de la production et que cet accroissement de la production vient nuire à l'environnement auquel moi je tiens, et à un moment, ça va plus fonctionner éthiquement parlant.
Et du coup, comment je modifie mon entreprise et les produits qu'elle fabrique pour être beaucoup plus en adhésion avec mes valeurs. Et c'est comme ça qu'est né le programme de la campagne Don't Buy the Jacket. L'idée, c'était de dire aux gens, n'achetez pas ce vêtement si vous en avez déjà qui fonctionne. Vraiment, ça sert à rien. Et en plus, nous, les vêtements qu'on fait, ils sont super durables. Donc, si vous en achetez un, n'en rachetez pas après. Ça sert à rien. Et du coup, ça, c'est quand même assez fou parce que en termes de direction d'entreprise, c'est un véritable engagement. C'est-à-dire que Patagonia a préféré réduire sa production, donc réduire son chiffre d'affaires pour se concentrer sur la durabilité de ses produits. Donc, j'espère pour eux qu'il n'y a pas eu d'effet rebond contraire à ça. Mais en tout cas, c'était une façon aussi de démontrer que une entreprise, elle peut être rentable et résiliente et fidèle à ses valeurs en produisant moins. Un autre cas d'école qui est plus proche de nous dans la tech, c'est le cas de Basecamp. Basecamp, c'est une société qui fait du soft et qui a toujours prôné une approche assez volontairement minimaliste, sobre en fait de leur activité. Ils sont très connus pour euh, essayer d'avoir du logiciel qui soit le plus minimaliste possible. Leur message, c'est vraiment la qualité plus que la quantité. Ça se traduit aussi au niveau des équipes. C'est des entreprises qui ne grossissent pas ou très peu, que c'est très maîtrisé. C'est des équipes toutes petites, sur des rythmes qui leur sont un petit peu particuliers comme ça. Donc, ils se sont reposé les questions de comment ça fonctionne en produisant moins. Parce que ça, c'est intéressant quand même. Plutôt que de reprendre notre idée de départ là, du bouquin de Sutherland où je parlais, ou qui était produire 2 fois plus en 2 fois moins de temps, eh ben, imaginez qu'est-ce qui se passerait si au lieu de livrer 10 fonctionnalités médiocres, en fait, vous vous concentriez que sur une seule et vous en livriez une qui soit vraiment excellente. Pas parfaite, la perfection n'existe pas, mais excellente, bien faite, vraiment de très belle qualité, bien utilisée, qui fasse du sens pour les gens, qui soit vraiment avec une ergonomie irréprochable et surtout qui soit durable, eh ben, vraiment, je vous invite à considérer cette option-là. Alors, comment on peut faire ça concrètement, nous, Agilis, dans les entreprises? On peut les aider en les accompagnant avec des stratégies. Par exemple, déjà, passer sur une approche produit et moins une approche projet et essayer de se concentrer sur l'essentiel, les objectifs. Euh, Beaucoup d'équipes construisent des features, les fameuses feature factory, là, sans savoir réellement à quoi elles servent, est-ce qu'elles sont utilisées, sans jamais voir d'ailleurs l'utilisation de leur truc. Donc c'est de commencer à questionner les gens. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas la feature? C'est quoi l'impact sur les gens, par exemple? Vous pouvez aussi leur introduire des pratiques comme le impact mapping pour essayer de connecter beaucoup plus ce qu'ils font aux changements qu'ils veulent créer sur le marché, et aux objectifs qu'ils veulent atteindre, et puis réellement essayer de prioriser ce qui fait du sens par ça. Moi, à titre personnel, je prône l'élagage sans pitié. Donc, quand j'accompagne des équipes, je leur demande régulièrement de killer 30% de leur backlog, vraiment de faire de la place, d'éliminer, de, de diminuer la taille. On a même testé il n'y a pas longtemps ce qu'on appelle des feature retirement reviews. Ça, je vous conseille vraiment. C'est tous les 3 mois. Vous réunissez vos équipes, vous réunissez les backlogs, vous réunissez les stats sur le produit et vous enlevez 20% de toutes les features qui sont les moins utilisées. De façon très systématique, comme ça, vous produisez ce nettoyage dans le logiciel. C'est quelque chose qui fonctionne bien et qui change un peu les états d'esprit. Deuxième idée aussi, c'est plutôt que d'avoir des roadmaps un peu figés dans le temps, là, qui sont quasiment des delivery plans, bah, essayer de partir sur des roadmaps dynamiques plus simples. Par exemple, la roadmap NNL, Now, Next, Later. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fera après? Qu'est-ce qu'on fera beaucoup plus tard? Donc, ils sont suffisamment cadrantes, mais pas enfermantes, et avec des cycles de retour rapides dedans. Faites des expérimentations à durée fixe, c'est-à-dire que quand vous lancez une nouvelle fonctionnalité, donnez-lui un temps, 4 semaines, 2 mois, dans lequel vous allez vraiment vérifier si elle vous permet d'atteindre les objectifs. Si elle ne vous le permet pas, si c'est si la fonctionnalité a pas ou peu d'impact, ben, supprimez-la. Comme ça, vous n'accumulerez pas non plus de la dette technique et de la dette fonctionnelle. Pareil, ça, c'est des petits tips, mais ça aide vraiment à changer les choses.
Comment est-ce on peut faire ça aussi? Bah, c'est passer du mode équipe projet ou plateau projet au mode équipe produit, petite, autonome, focalisée sur une seule chose. Quand les équipes sont surchargées et travaillent sur trop de chantiers à la fois, d'une part, elles peuvent pas avoir cette vision bout en bout de ce qu'elles font et du sens de ce qu'elles font. Puis aussi, bah, à force de produire beaucoup de quantité, on réduit la qualité. Donc, bah, on a parlé de Basecamp tout à l'heure. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder aussi des approches comme ShapeUp, c'est-à-dire où vous allez créer des équipes produits qui travaillent que sur un seul produit ou un seul périmètre, un seul problème à la fois, qui vont jusqu'à le résoudre, ils vont valider la résolution et sans interruption. Et ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très bien même en termes de qualité, de temps moyen de livraison, puis aussi de qualité perçue. Donc ça peut être aussi une option pour changer les choses. Ce qui est important de comprendre et de faire comprendre, hein, c'est que faire moins mais mieux, c'est un modèle qui est viable hein, et c'est un modèle qui est beaucoup plus viable même que de faire plus et moins bien. Quand on parle du coût total de propriété, le fameux total cost of ownership dont on parle par exemple en ligne, etc., ben, avoir cette action comme ça intentionnelle, forte sur la réduction de la production et l'amélioration de la qualité, l'amélioration de la pertinence, c'est démontrer que ça apporte vraiment participe à la viabilité de l'entreprise. Troisième point, et là, c'est pas le plus simple, c'est aussi repenser les organisations. Il y a quelques années de ça, il y a un petit livre qui est sorti et moi qui a vraiment m'a fait phosphorer dans ma tête, c'est Reinventing Organization de Frédéric Laloux, pardon, et qui nous faisait un peu l'histoire des organisations humaines. Donc ça, déjà, c'était assez intéressant de voir les évolutions des différents types d'organisations. Et puis surtout qui nous présentait les fameuses organisations opales qui fonctionnent différemment. C'est des organisations qui sont basées sur l'auto-organisation, qui sont orientées sur le sens, la mission, et qui adoptent des méthodes, des approches de croissance beaucoup plus mesurées, beaucoup plus alignées avec l'humain, avec l'échelle humaine et avec l'environnement. Un des exemples plus connus, c'est Favi. J'ai souhaité aussi aujourd'hui parler de Favi, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais hier, on a perdu Jean-François Zobrist, il est décédé. Et Favi, donc, c'est une entreprise fonderie française qui était spécialisée dans l'automobile, si ma mémoire est bonne, et que Jean-François Zobrist a sauvé et réinventé en changeant tout le modèle organisationnel. Alors, qu'est-ce qui a changé chez Favi, par exemple? Qu'est-ce qu'ils ont se sont autorisés à questionner? C'est le modèle de management, avec moins de management intermédiaire et plus d'équipes de fabrication, de fabricants auto-organisés, plus d'autonomie. Ça a été aussi des modèles de prise de décision décentralisées. Et ça a été aussi des méthodes de gouvernance participative. Ces modèles-là, ils existent aussi, pas que dans Reinventing Organisation. En France, par exemple, ils existent dans les SCOP, les sociétés coopératives participatives. Ce sont des modèles d'entreprise qui fonctionnent sur un partage des richesses entre bah, les dirigeants, les créateurs de l'entreprise, mais aussi les employés qui sont actionnaires, et aussi les communautés locales. Elles nous obligent, elles nous amènent à penser aussi avec d'autres dimensions, d'autres spatialités et d'autres temporalités. Il y a des cycles beaucoup plus courts de prise de décision, il y a beaucoup plus de transparence et d'auto-organisation, il y a beaucoup plus d'alignement avec les visions. Et ça, c'est des choses que nous, en tant qu'agilistes, on connaît. Il y a beaucoup de cérémonies qui sont utilisées, qui sont inspirées du corpus agile, qui sont inspirées de la sociocratie. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous parlent à nous, agilistes. C'est des choses qui marchent, hein. Il y a de plus en plus de scopes en France. Elles ont été plus de 4500 l'année dernière, à la fin de l'année dernière. Ça représente un effectif de salariés qui est pas négligeable. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est aussi des entreprises qui existent quel que soit le secteur économique, dans la tech comme comme nous, mais aussi dans la construction, dans le spectacle, dans l'énergie, dans l'industrie. Et c'est surtout des entreprises hein, qui fonctionnent. C'est un modèle organisationnel qui fonctionne. C'est des chiffres d'affaires qui sont en croissance chaque année. Et c'est des taux de pérennité, c'est-à-dire des taux de survie à 5 ans qui non seulement est stable, mais meilleur que dans les entreprises classiques. Donc c'est un peu des entreprises qu'on a envie aussi de regarder.
Alors, je suis d'accord que toutes les entreprises peuvent pas être des SCOP, peuvent pas être des FAVI, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider les entreprises? Bah, déjà, ça va être simplifié pour mieux fonctionner. Simplifier, c'est-à-dire simplifier les processus, simplifier les couches organisationnelles, simplifier aussi le mode de décision. Faut se souvenir qu'en tant que coach agile, en tant que Scrum Master, en tant qu'accompagnant, on est aussi en charge du dessin de l'organisation. Et nos outils comme le Kanban, comme le Lean, ça peut vraiment nous aider aussi à visualiser, simplifier les mécanismes de l'entreprise et les aider à s'alléger, entre guillemets, au profit d'un peu plus d'auto-organisation et d'autonomie et du coup d'aller fonctionner mieux. Vous avez aussi le petit cadre Open Space Agility qui fonctionne avec des expérimentations progressives dans des cycles de temps donnés et qui aide aussi les entreprises à tester et évaluer des nouvelles façons de collaborer. Et nous, on est complètement pertinent pour les accompagner sur ce chemin-là. Il y a un petit bouquin aussi qui était intéressant, qui peut vous inspirer, qui s'appelle Teams of Teams de McChrystal. Donc, c'est un bouquin sur l'organisation militaire. Vous allez me dire, ah, qu'est-ce que ça vient faire là? En fait, dans l'histoire, il raconte comment cette organisation militaire un peu rigide a dû passer sur quelque chose de plus moderne, plus décentralisé. Et bah, les facteurs clés pour ça, et c'est des facteurs clés que nous, on connaît en tant qu'agilistes. Décentralisation, collaboration interdisciplinaire, plutôt que de passer sur des hiérarchies strictes et rigides, eh ben, c'est de travailler en mode réseau étoilé de petites équipes qui sont connectées. C'est aussi le partage d'informations rapide. C'est aussi la transformation du mode de management. Passer des managers qui sont contrôlants à des managers qui sont plutôt développeurs des gens et développeurs de la collaboration. Et ça, nous, on est bien équipés et bien positionnés pour faire ça et aider les entreprises à être dans ce sens-là. Une autre chose sur laquelle on peut aider aussi à changer l'agilité peut avoir vraiment un impact positif durable, c'est aussi de oser aborder les questions financières et budgétaires. Là-dessus, vous avez tout le référentiel de Beyond Budgeting, qui est vraiment un outil incroyable dont on devrait s'emparer, je pense, beaucoup plus dans les organisations. Et souvent, c'est quelque chose qu'on n'ose pas faire. On n'ose pas aller discuter avec les gens de la finance, de la compta, des achats. Pour autant, si on arrive à les embarquer avec nous dans la transformation, dans le changement des façons de penser, des façons d'acheter, des façons de vendre, c'est des choses qui nous aident à avoir des entreprises beaucoup plus durables. Et vraiment, je vous invite vraiment à aller étudier ces référentiels. Ce que je voudrais poser ici, c'est que pour moi, l'agilité, c'est pas juste un cadre de travail pour une équipe, c'est pas juste comment on coordonne des équipes à l'échelle. L'agilité, c'est un levier, et c'est un levier d'évolution ou de transformation des organisations. C'est un levier de simplification. Simplification de la gouvernance, simplification des moyens, et qui doit aider à redonner du sens au travail et du sens dans un écosystème qui, lui, ne va pas être éternel, infini. Donc, il va falloir essayer de se projeter sur quelque chose de plus pérenne. Il y a des défis devant nous, quelques-uns, c'est pas si facile. Euh, Réorienter les produits et les services vers des choses plus durables, bah, c'est pas si évident. Aujourd'hui, quand on discute avec les gens de la tech, on leur dit, bah, ça serait bien d'essayer d'imaginer des technologies un peu plus low-tech et plus frugales. Et ben, on se fait un peu rironner. On est en pleine ère, plein boom de l'IA. Moi, l'IA, je l'utilise euh, comme beaucoup de gens. J'ai voulu la tester, je l'utilise. Et en même temps, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément au niveau énergétique. Les conséquences sur la planète de l'IA sont à peine mesurées. On n'est pas encore très nombreux à l'utiliser. On voit déjà les coûts que ça représente. Il y a probablement aussi des impacts socioculturels qu'on n'a pas déterminés. Vraiment, ce défi-là est un défi sur lequel j'ai pas énormément de réponses. Il y a aussi tout ce qui est lié à l'obsolescence programmée. Ça, c'est quelque chose. Il y a des vrais défis, il y a des vraies questions à adresser. Et je pense que les agilistes, on peut aider à ce que ces conversations aient lieu dans les entreprises et à amener les entreprises à avoir cette prise de conscience. Parce que pour l'instant, je vois pas beaucoup le sujet avancer. Il faut changer les mentalités, il faut encourager le plus possible à une espèce de sobriété numérique.
On peut les aider au quotidien dans les choix qu'ils font pendant la conception, dans les choix technologiques qu'ils font, dans les choix produits, on l'a vu, dans la façon dont ils choisissent de ne pas faire plus de choses ou construire plus de choses. Et on doit les vraiment, on peut aider les équipes à se concentrer sur des choses plus essentielles et on peut les aider là-dessus. J'aimerais qu'on soit en capacité d'arrêter de sprinter. Je vais finir par bannir ce mot-là de mon vocabulaire. Je trouve qu'il est en fait assez toxique et nocif. J'aimerais bien qu'on sorte de la culture de la culture de la vitesse et qu'on essaye peut-être plus de passer à la culture de la résilience. Comment on fait pour être encore là dans 50 ans, dans 100 ans et plus, plutôt que de construire beaucoup, est-ce qu'on peut essayer de construire durablement? Est-ce qu'on peut essayer d'avoir quelque chose qui euh, optimise les choses plutôt que de créer des nouvelles choses? Je suis très très perplexe sur l'état du monde aujourd'hui. Au niveau des agilistes, nous aussi, on doit s'appliquer un peu à nous-mêmes ces principes de simplification et de retour à l'essentiel. Je crois vraiment, j'espère vraiment qu'on a fini de cette ère des frameworks sur étagère un peu complexes ou de plus en plus complexes. On va pas les citer. Ou de plus en plus rigides aussi. Vraiment, j'appelle de mes vœux qu'on sorte de ça, qu'on sorte du dogmatisme et qu'on se repose un peu la question de pourquoi on fait les choses, comment on ancre ça dans la réalité, comment est-ce qu'on peut conjuguer simplicité, frugalité et puis résilience et revenir un peu sur les origines des choses. Alors, il y a plein de gens qui pensent à ça. Ça, c'est quelques livres que je vous amène, je vous inviterai à lire. Agile 2, j'ai eu la chance de discuter avec Lisa Cooney, qui est une des auteurs de ce livre. C'est pas mal de réflexions intéressantes. Rethinking Agile, qui est vraiment intéressant aussi avec le flight level, qui est vraiment dans le côté repartir sur des choses simples, repartir vraiment sur l'essence des choses. Le Lean Tech Manifesto aussi, qui a été publié il n'y a pas longtemps en France, qui est assez intéressant, qui reprend l'approche lean pour le soft aussi, et pareil, revenir à l'essentiel, euh, couper ce qui ne sert à rien. Plus proche de moi, en tout cas dans le sud, à Toulouse, il y a aussi tout le travail génial qui est fait autour de Claude Aubry avec l'agilité radicale. Je crois qu'on en a déjà parlé aujourd'hui. Je pense qu'on peut en reparler plein de fois. Allez voir le site. Je crois que l'agilité, c'est vraiment le talent de notre génération, enfin de nos générations, là, des gens, tous ces gens qui ont 90, 2000, 2010. C'est vraiment un talent clé de pas dans le côté que souplesse, adaptation, mais je dirais plutôt dans le côté courage, transparence, respect. Vous allez me dire, c'est un peu les valeurs Scrum. Bah oui, dans ces valeurs Scrum, et ben, je trouve que c'est vraiment un talent qu'on a. C'est de ces valeurs-là, je pense, que émergeront des solutions qui vont vraiment changer le monde et nous permettre d'avoir des impacts plus positifs. Et ça, c'est un grand défi. Alors, je vais bientôt finir ma présentation et j'aimerais que vous posiez une question à nouveau, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Je voudrais que vous réfléchissiez un petit peu et vous posiez la question, qu'est-ce qui, dans votre sphère d'influence, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, dès aujourd'hui, dès maintenant? Quelles sont les petites actions de celles que je vous ai dit aujourd'hui, de celles que vous avez vues dans toutes les excellentes conférences que vous avez eues aujourd'hui? Il y en a eu vraiment plein euh, tout au long de la journée, sur plein de niveaux différents, sur les équipes, sur le leadership, etc. Qu'est-ce que vous pouvez prendre de ces idées et que vous pouvez commencer à initier dès demain matin? Quelle est votre marge de manœuvre à vous? Qu'est-ce qui est votre petit changement que vous pouvez faire? Même minime. Voilà. Et je voudrais vraiment que vous pensiez à ça et que vous le mettiez en œuvre et considérez que vous n'avez pas à changer tout le système d'une bloc, mais commencer à être un petit peu peut-être la nouvelle étoile locale là, qui guide vos équipes vers un changement plus authentique. Voilà. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. C'était une façon de fermer cette belle journée. Si vous voulez me laisser du feedback, vous pouvez le faire via le rôti.
Et sinon, vous pouvez le faire via le chat. Merci. Alors, j'ai quelques questions pour toi, Rachel. Première question, c'est est-ce qu'une logique de sobriété peut supposer, qu'on arrête le développement de produits dès qu'ils atteignent le statut de MVP, le vrai MVP? Est-ce que le statut de... Bah, normalement, ton MVP, ça sert à prouver tes hypothèses de viabilité de ton modèle économique. Donc, si la chose que tu as fabriquée et mise sur le marché te permet d'atteindre directement ce niveau de viabilité économique, a priori, oui. Mais les MVP, souvent, les gens vont essayer d'affiner les choses qu'on tombe j'ai rarement vu qu'on tombait juste du premier coup. Deuxième question, quel est le pourcentage d'entreprises que vous avez accompagnées qui sont ouvertes à cette culture durable et résiliente, ou le nombre d'entreprises que vous avez réussi à faire changer et en combien de temps? Faire changer des entreprises complètes, j'aurais jamais eu cette prétention-là. J'ai pas cette prétention-là de transformer les entreprises. Je pense que j'ai semé plein de graines dans la tête de plein de gens, y compris chez des grands industriels comme Airbus, on a eu des conversations passionnées là-dessus. Ils ont des vrais programmes où ils sont engagés sur le recyclage, les cycles courts, etc. C'est- Donc, je pourrais pas te donner je pourrais te dire une chose comme 100% des entreprises que j'ai accompagnées, je les ai bassinées avec ces sujets-là. Et je pense que plus je vieillis, plus je le fais. Voilà. Mais je sais, est-ce que je les ai transformées pour autant? Je sais pas. Je n'aurais pas cette prétention-là. J'ai une autre question qui reprend un petit peu la même thématique, c'est les véritables décideurs, souvent inaccessibles, sont les actionnaires, les investisseurs, focalisés avant tout sur la rentabilité et la croissance. Et le top management est évalué sur ces critères. C'est Comment vrai. sortir de cette logique? C'est vrai, c'est pour ça qu'il y a des nouveaux modèles d'entreprise. Après, il y a des choses qui sont intéressantes. Donc, les investisseurs. Il y a des investisseurs toxiques, mais il y a aussi des investisseurs vertueux. Il y a des gens qui investissent, euh, par exemple, je sais pas, là, il y a la banque, je pense à la Nef, ou des gens comme ça. Il y a des fonds d'investissement qui ont des intentions sociétales et environnementales beaucoup plus fortes. Donc, déjà, en tant qu'entreprise, on peut choisir ses investisseurs. Après, des fois, si vous êtes coach, vous arrivez dans une entreprise, vous ne pouvez pas, vous tout seul, changer l'investisseur de l'entreprise. Par contre, vous pouvez sensibiliser peut-être les dirigeants à d'autres méthodes, à d'autres approches et à d'autres informations. Ça suppose, vous allez me dire, que vous avez accès aux dirigeants, ce qui est souvent pas le cas. Et c'est souvent quelque chose qu'on s'interdit en tant que coach, Scrum Master. On se dit, bah non, mais moi, je suis dans ma zone là. Moi, je vous invite un peu à une forme de désobéissance là-dessus sociale. En tant que coach, on est aussi là pour challenger un peu le statu quo. Je connais pas d'entreprise où on m'est jamais vraiment interdit d'aller voir le CEO et de discuter avec cette personne-là. Donc, essayez de tenter d'aller les voir, discuter avec eux et voyez ce que ça donne. Après, sinon, créez votre boîte, créez votre scope à un moment.